Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Signature ce mardi d'un partenariat entre l'Université moderne de Kinkole avec le Cali. Objectif, améliorer la qualité de l'enseignement et préparer les étudiants congolais aux exigences d'un marché du travail globalisé. Et puis à l'approche de la saison de pluie, la Metelsat alerte pour prévenir des éventuelles fortes pluies à venir. Vous aurez les détails dans ces journaux. Et en international, l'intérêt américain pour le minéraux critique tanzanien se remarque dès 2023. En visite dans le pays d'Afrique de l'Est, la vice-présidente Kamala Harris avait dévoilé la construction d'une usine de nickel de qualité. C'est parti pour un nouveau journal. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. D'abord, cette information en bref, du 3 au 7 septembre 2025, Jean-Pierre Lacroix, chef des opérations de paix de l'ONU, est en visite officielle en RDC pour réaffirmer les soutiens de l'ONU aux efforts de paix et à la protection des civils. Il rencontrera les autorités nationales à Kinshasa et se rendra en Ituri pour échanger avec les acteurs locaux et les personnels de la MONUSCO. Et puis, processus de Doha, le blocage ne viendra pas de Kinshasa, a affirmé le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. C'était lors du premier briefing de presse du gouvernement souminois tenu à Kinshasa le mardi 2 septembre. Mardi 2 septembre, lors du premier briefing presse du gouvernement souminois 2, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a fait le point sur la situation sécuritaire à l'est et à l'ouest de la RDC. Malgré les tensions persistantes, Kinshasa reste engagé dans le processus de paix, notamment via l'accord de Washington et les discussions de Doha. Le gouvernement réaffirme sa volonté de dialogue, mais écarte toute négociation avec des groupes soutenus par des puissances étrangères. Kinshasa est pleinement engagé sur la nécessité de faire avancer cette dynamique. Et soyez-en convaincus, le blocage ne viendra jamais du gouvernement de la République. Sur le terrain, la situation reste tendue. À l'est, le M23 poursuit ses exactions, enrôlement forcé des jeunes, violation des droits humains. Le cessez-le-feu reste difficile à appliquer malgré la médiation du Qatar. À l'ouest, le mouvement Mobondo se transforme en groupe de coupeurs de route, même si les tensions entre Teke et Yaka semblent apaisées. Enfin, ce briefing a été aussi marqué par l'hommage rendu à 2 officiers congolais tombés au front, dont le général Peter Sirimwami. Autre chose, la première ministre Judith Suminwa a reçu ce 2 septembre une délégation de la FEC pour échanger sur les préoccupations du secteur privé, notamment l'exclusion du processus budgétaire 2026, le marché public et les sites miniers. La première ministre a promis une réponse rapide aux doléances exprimées. Damani Mushinga. La première ministre Judith Suminwa a échangé ce 2 septembre avec une délégation de la FEC sur les difficultés du secteur privé. Robert Malumba, président national de la FEC,
a aussi rappelé la nécessité d'un cadre de concertation avec le gouvernement convenu depuis plus de 6 mois et regretté que le secteur privé n'est pas associé à l'élaboration du projet de loi de finances 2026. Nous venons de rencontrer Son Excellence Madame la Première ministre avec certains membres du gouvernement. Nous étions venus parler principalement du climat des affaires. Les secteurs privés avaient certaines préoccupations majeures. Il fallait partager avec Madame la Première ministre. Notamment, on s'était convenu il y a plus de 6 mois qu'on devrait instaurer un cadre de concertation entre les secteurs privés et le gouvernement. Le secteur privé se considère, et l'AFEC particulièrement, le partenaire privilégié du gouvernement de la République. Mais sans ce cadre de concertation, on ne pouvait pas admettre qu'on fonctionne chacun dans son coin. Et il y a aussi notre deuxième point. Aujourd'hui, nous avons appris qu'il y a des projets de loi de finances 2026 qui est sous chantier et le secteur privé n'est pas associé. D'autres préoccupations ont été soulevées, notamment sur les marchés publics et les sites miniers. Et il y a plusieurs points aussi autres qu'on a partagés avec Madame la Première ministre, notamment sur l'envahissement des sites miniers, notamment sur les marchés publics octroyés aux opérateurs économiques qui ont signé les contrats avec le gouvernement de la République, qui ont souscrit aux garanties bancaires et les garanties expirent. On leur demande de souscrire encore et ils souscrivent de nouveau. Ils souscrivent même pour la 3e fois. Et le gouvernement de son côté n'honore pas l'engagement. La Première ministre a promis de répondre rapidement aux doléances exprimées. Elle rappelle que le budget doit être l'affaire de tous et que le partenariat avec le secteur privé reste essentiel pour le développement du pays. Et puis la RDC frappe un grand coup sur l'échiquier économique international. Un partenariat stratégique de 21 milliards a été scellé avec le Qatar. La Première ministre Judith Suminwa a accueilli ce mardi 2 septembre une délégation conduite par son Altesse Cheikh Mansour bin Al Thani. Un engagement d'envergure qui touche des secteurs clés du développement congolais. Damani Moujenga. La Première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu mardi 2 septembre à l'hôtel du gouvernement une délégation officielle du Qatar conduite par son Altesse Cheikh Mansour bin Jabor bin Jassim Al Thani. Objectif, sceller un partenariat stratégique d'un montant annoncé de 21 milliards de dollars. Porté par la société privée Al Mansour Holding, l'investissement vise plusieurs secteurs clés, pêche, élevage, environnement, santé, formation professionnelle, cybersécurité, agriculture, mines et hydrocarbures. Reda Jaber, représentant du chèque, précise. Dans la lettre d'intention que nous avons remise à Madame la Première ministre, Son Excellence, précise le budget d'investissement que nous allons mettre en RDC, qui a été de 21 milliards de dollars dans différents secteurs, qui part de l'agriculture, aux finances, aux mines, à l'exploitation minière, logistique, banque et finances, et plusieurs secteurs divers en RDC. Bien sûr, sur un partenariat gagnant-gagnant. Il ajoute: parce que la RDC aujourd'hui contient beaucoup d'opportunités, et nous voudrons exploiter ces opportunités, bien sûr, pour le bien du Qatar et aussi pour le peuple du Congo. Une vision partagée par Judith Suminwa, qui y voit l'exemple d'une nouvelle dynamique économique fondée sur la transparence et le bénéfice mutuel. Elle assure les investisseurs qataris du plein engagement du gouvernement congolais à faciliter leur implantation. Côté qatari, l'enthousiasme est manifeste. Cheikh Mansour a salué l'accueil congolais et annoncé une accélération des démarches pour lancer les activités. Toujours en économie, le cadastre minier a procédé à la remise officielle de 7 certificats de recherche digitalisés à la société américaine Cobalt Metal en présence de Louis Watoum Kabamba, ministre de Mines, un pas
important pour la modernisation et la transparence dans la gestion de ressources minières du pays. Suivez. Kinshasa, mardi 2 septembre 2025, le cadastre minier a procédé à la remise officielle de 7 certificats de recherche digitalisés à la société américaine Cobalt Metals au cours d'une cérémonie organisée en présence de son Excellence Louis Watum Kabamba, ministre des Mines, dans son cabinet de travail. Cet acte scelle un partenariat stratégique visant à favoriser l'arrivée des investissements américains dans le secteur minier congolais et illustre la volonté des deux pays de développer un partenariat économique privilégié, notamment dans les domaines miniers. La volonté des deux pays de soutenir les investissements américains au Congo. Et donc c'est ce qui s'est fait. Les gouvernements américains essayent d'inciter les entreprises à investir au Congo, pas seulement dans le secteur minier, mais dans d'autres secteurs aussi. Et donc Cobalt ici a pris en fait c'est le devant de, on va dire, des choses et est venu investir en fait ici au Congo. Au-delà des activités d'exploration rendues possibles grâce à l'utilisation des technologies de pointe, notamment l'intelligence artificielle, Cobalt Metals s'engage également à investir dans la numérisation des données géologiques nationales en partenariat avec les services géologiques nationaux et le cadastre minier. Un autre volet majeur de cet engagement concerne le développement du projet de roche dure de Manono, situé dans la province du Tanganyika. Lors de son intervention, M. Benjamin Katabuka, directeur général de Cobalt Metals en RDC, a souligné la volonté de l'entreprise de contribuer directement au développement socio-économique du pays avec un investissement de plusieurs dizaines de millions de dollars, dont une partie a déjà été versée au titre des frais liés à l'octroi des titres miniers. En termes de retombées socio-économiques, il a notamment évoqué l'engagement accru de la main-d'œuvre congolaise, sa formation et une rémunération équitable, ainsi que la construction d'infrastructures destinées à améliorer le bien-être des populations locales. Ce sont des créations d'emplois en fait, qui vont aussi se faire et bien entendu en fait, le développement des infrastructures en fait, de base dans la région où nous allons opérer. Pour sa part, le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a réaffirmé la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de promouvoir une exploitation minière responsable, innovante, créatrice de richesses et fondée sur la bonne gouvernance au service de la République démocratique du Congo et son peuple. Rentrée scolaire en RDC, on en parle encore. Des centaines d'élèves de la circonscription électorale de Lukunga à Kinshasa ont bénéficié des kits scolaires. C'est une donation du député national élu de la circonscription, John Efambe Ekamba. La cérémonie a eu lieu dimanche au siège national du MLC, où il est également dans son allocution de circonstance, l'élu du peuple est revenu sur sa perception de l'éducation des enfants, qui est en réalité le résumé de sa vision sur la place que doit occuper l'éducation pour le développement d'une société. Dans ces secteurs justement, John Efambe y voit une opportunité de soutenir les élèves, notamment par l'octroi de bourse. Lukunga Onga Nazali député national. Ebongi lelo botchala mituna bino, il faut une production intellectuelle. Une production intellectuelle. Nazolinga na instauré ba bourse. Mais pour y arriver, eza mutaro elanga ba résultat ya ki. Mais malheureusement, même période ya classe, bane belé à Lukunga boro moko tara na banzembo wana même na école. Ole bo kene ba bibliothèque, ole bo kene osala ba recherche, bo se performer na ba cours bozo ba échec, mais malheureusement bana nanga baleki nangai boza ko sa donner, boza ko mi pesa na ba bengi dépravation de mœurs. Pour l'élu du peuple, la prise de conscience par les élèves pour relever les défis liés à leur propre formation est indispensable, d'où son appel aux rénonciations du mal
et la concentration à la culture. Juste après ce mot de circonstance, John Fambe Kamba a procédé à la remise symbolique aux élèves de quelques kits scolaires composés notamment de cahiers, de stylos, de sacs afin de leur permettre d'assurer une rentrée scolaire apaisée. On a pris le sac, les cahiers, tous les stylos, c'est à l'intérieur. Nous sommes vraiment dans la joie. Rendant hommage au président national de son parti Jean-Pierre Bemba Gombo pour ses efforts dans la promotion de la culture de l'excellence, le député national John Fambe a tenu à encourager ces centaines d'élèves venus de communes de Barumbu, Kinshasa, Gombe, Ngaliema à s'approprier la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi visant l'inclusion scolaire à travers la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Une autre brève dans ces journaux, les ministres de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba a lancé ce 3 septembre à Kinshasa un atelier sur la mise en œuvre du décret numéro 25/028 instituant la taxe de promotion de la santé, un dispositif visant à garantir un financement durable du système de santé en RDC. Le travail porte sur les modalités de perception de la taxe, la gestion de fonds via le mécanisme dédié ainsi que la définition du parquet de soins couverts. Les conclusions de l'atelier seront soumises au Conseil des ministres en vue de renforcer l'accès équitable à des soins de qualité dans le cadre de la couverture santé universelle. Et puis le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, a reçu ce mardi 2 septembre une délégation du comité de direction de l'Université des sciences de l'information et de la communication UNISIC afin de préparer les obsèques du professeur émérite Paul Malembe Tamandiak, décédé la veille aux cliniques universitaires de Kinshasa. Blaise Kouzola. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a reçu ce mardi 2 septembre une délégation du comité de direction de l'Université des sciences de l'information et de la communication afin de préparer les obsèques du professeur émérite Paul Malembe Tamandiak, décédé la veille aux cliniques universitaires. Il était donc de mon devoir de prendre l'initiative de les approcher pour voir comment lui organiser des obsèques dignes de ses rangs. Je ne vends aucun secret, mais il y avait déjà des préparatifs de ce genre pour honorer le travail qu'il a fait de son vivant, 88 ans, c'est pas peu, mais malgré son âge, il a continué à se mobiliser, à être disponible pour la profession lorsque nous faisions des réformes, notamment pendant les États généraux, mais aussi pour le monde académique qui n'a en réalité jamais quitté parce que c'est ce qui faisait partie de sa vie. Et donc j'ai eu un certain nombre d'informations au niveau du professeur Kamba Ibacha et je l'ai chargé, lui et son comité, de prendre la direction plus ou moins de l'organisation des obsèques. Évidemment, j'en ai parlé avec ma collègue de l'enseignement supérieur parce que c'est aussi un domaine qui est concerné. Le professeur prendra contact avec la famille pour voir dans quelle mesure on finalise le programme parce qu'il est question pour tous ceux qui sont passés par l'IFASIC et pas seulement, tous les praticiens de la communication, tous les journalistes, c'est un de nos patriarches, un de nos symboles vivants que nous devons tous honorer et honorer de la meilleure des manières. Âgé de 88 ans, le professeur Malembe Tamandiak est resté actif jusqu'à ces derniers jours. En janvier 2022, il avait encore apporté sa contribution aux réformes issues des États généraux de la communication tenus au Centre catholique Nganda à Kinshasa. Un comité mixte regroupant l'UNISIC, l'Université de Kinshasa, le ministère de la Communication et Médias, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire ainsi que la famille du défunt supervise désormais l'organisation de funérailles. L'objectif est de permettre à l'ensemble de journalistes, de professionnels de la communication
communication et ancien étudiant de l'IFASIC de rendre un vibrant hommage à cette figure emblématique. Le professeur Jean-Marie Vianney Longonia, membre de la délégation, a rappelé l'importance de cette démarche. Une chapelle ardente sera érigée à l'UNISIC où le public pourra s'y recueillir et signer le registre de condoléances. En parallèle, un buste du professeur Malembe Tamandiak est en cours de réalisation afin de pérenniser sa mémoire. Et puis l'université moderne d'Ekinkole a franchi un pas décisif vers l'éducation bilingue en signant un partenariat avec le CALI. Cette collaboration officialisée le 3 septembre vise à améliorer la qualité de l'enseignement et à préparer les étudiants congolais aux exigences d'un marché du travail globalisé tout en favorisant des échanges académiques et le développement de programmes adaptés. Gigi Nende. Ce partenariat permet à l'Université moderne de Kinkole d'organiser des enseignements en français et en anglais, devenant ainsi une institution bilingue. L'avantage, permettre aux étudiants d'acquérir des compétences linguistiques afin de s'adapter au marché international. Ces partenariats, nous sommes dans les cadres de formation. Et qui dit formation, dit élévation, dit développement, n'est-ce pas, de l'homme. Et aujourd'hui, comme vous le savez, notre pays doit apprécier aujourd'hui accéder au niveau des standards les plus importants, les plus internationaux. Et nos universités également doivent emboîter les pas, surtout dans les cadres du système LMD qui est aujourd'hui mis en place, réclamé par tout le monde. Il faut s'adapter. Nous avons estimé au niveau de l'Université moderne de Kinkole qu'il ne fallait pas rester seulement au niveau des slogans ou mieux de mots. Il faut passer aussi par des actes. Voilà pourquoi nous avons passé, en tout cas, c'est pas des géants, pour monter et hisser les niveaux de l'Université moderne de Kinkole à un niveau très élevé. Prenant la parole pour sa part, le directeur général de Cali est revenu sur les raisons qui ont motivé ce choix. So, this university has a big vision. Cette université a une très grande vision. To become a bilingual university. L'université a la vision de devenir une université bilingue. They are connecting the students with the whole world. Ils sont en train de connecter leurs étudiants avec le monde entier. They have a combination of classes here and online. Ils ont la combinaison de classes sur place, sur campus et en ligne. So we start with this partnership, a small partnership at the beginning with beginning language. Nous commençons ces partenariats au début avec juste la langue. With the students and the teachers avec learning les English. étudiants et le professeur également, ils vont apprendre l'anglais. And each year we will increase. Et puis au fur et à mesure, nous allons augmenter et ajouter d'autres projets. So that their students can learn in English and French. Pour que leurs étudiants soient en mesure d'apprendre et en anglais et en français. There are many courses online you can find professors who speak English and can teach these students. Il y a beaucoup de cours en ligne où vous pouvez trouver le professeur qui peut enseigner ces cours-là, mais en anglais. So this is the right vision for this country. Et ça, c'est une vision qui convient pour ce pays. And we're happy to be a part of it. Et nous sommes très heureux de faire partie de cette vision. La signature de ce partenariat marque une étape importante dans le développement de l'éducation bilingue en RDC. Ce projet promet non seulement d'enrichir le parcours académique des étudiants, mais aussi de renforcer leur compétitivité sur le marché du travail, tout en contribuant à l'essor d'une éducation de qualité dans le pays. Je le dis tantôt au sommaire, à Kinshasa, la saison de pluie s'annonce et au centre des préoccupations de la population, le Metalsat a lancé une alerte pour prévenir des éventuelles fortes pluies à venir. Suivez. Alors que la ville de Kinshasa entre dans la période de la saison pluvieuse, une alerte de la Metalsat vient raviver les inquiétudes des habitants. De pluies abondantes sont annoncées dans les jours à venir avec un risque élevé d'inondation, des glissements de terrain et d'autres dégâts.
Alain Parfait Ngoulungu, expert en gouvernance climatique, rappelle que la prévention reste la meilleure arme pour éviter de pertes humaines et matérielles. Avec la dame pluie qui s'annonce déjà d'ici le 15 septembre, il est de bon endroit pour que le gouvernement provincial, de manière particulière, prenne des mesures pour continuer le travail qu'il a commencé à enlever les ordures dans les caniveaux, mais aussi à nettoyer de fond en comble la ville de Kinshasa, qui nous semble très sale à l'heure actuelle. Il y a risque qu'il y aura des débordements parce que les caniveaux n'ont pas été bien curés durant la saison sèche, mais aussi il y a toujours ce comportement-là des habitants de la ville de Kinshasa de pouvoir jeter les ordures dans les caniveaux. Et donc, si rien n'est fait avec l'avènement de cette dame la pluie, donc Kinshasa risque de connaître encore des cas des inondations. Et des mesures fortes doivent être prises déjà dès ce moment, dès les dernières semaines qui nous restent avant que les pluies reviennent. Il faut vraiment que le gouvernement s'engage à pouvoir nettoyer complètement la ville. Il est de notre intérêt en tant qu'habitants de la ville de pouvoir les orienter peut-être vers les ravins. Je ne sais pas s'il existe dans tous les quartiers, mais peut-être aussi l'occasion d'interpeller les chefs des quartiers, les chefs des avenues, pour indiquer leur population là où ils peuvent faire un dépôt des ordures et autres saletés. En attendant, le regard reste tourné vers le ciel et le bulletin météo dans l'espoir que les précipitations ne prennent pas une tournure dramatique. En attendant, le regard reste tourné vers le ciel et le bulletin météo dans l'espoir que les précipitations ne prennent pas une tournure dramatique. Et en sport, le dirigeant de club de football de la RDC ont, à travers une conférence de presse tenue mardi 2 septembre à Kinshasa, dénoncé les blocages administratifs qui affectent les équipes congolaises engagées aux compétitions interclubs de la CAF. Blaise Kouzola pour les commentaires. Dans une ambiance studieuse et concentrée, le groupe a entamé le réglage en vue du premier match face au Soudan du Sud, prévu le 5 septembre, avant d'affronter le Sénégal le 9 septembre au stade de Martyr. Le cadre de l'équipe s'y sont montrés particulièrement impliqués afin de donner le temps de ce regroupement crucial. Sans doute, la préparation à Juba a permis non. Par la voix de son président, Lambert Roussango, l'ADEFCO dénonce la paralysie du système d'enregistrement de joueurs. À 3 jours de la clôture de la deuxième fenêtre d'inscription, aucun club congolais engagé en Ligue des Champions ou en Coupe de la Confédération n'a accès à la plateforme de la CAF, risquant ainsi une exclusion de la saison en cours. Nous, ce que nous faisons aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un ça ne va pas. Parce que les interclubs, c'est nous les clubs. Ceux qui doivent jouer là-bas, c'est nous. Il n'y a personne qui nous donne un franc congolais. L'argent que nous mettons pour l'encadrement des jeunes sort de nos poches. Des années. Et nous attendons, parce qu'on ne peut pas absolument bloquer le Congo, qu'il n'y ait pas d'enregistrement, qu'il n'y ait pas un représentant, parce que on veut seulement détruire le Congo. On veut quoi? Nous disons que ça doit s'arrêter. À ces jours, la CAF n'a toujours pas officialisé les 4 représentants de la RDC pour ces compétitions interclubs. Lors du tirage au sort du 8 août dernier, l'instance africaine s'est contentée d'indiquer RDC 1 et RDC 2 à la place de noms de clubs. Ces blocages administratifs trouvent son origine dans le litige opposant le TP Mazembe à la FECOFA. Le club de Lubumbashi conteste l'arrêt du championnat national à la 16e journée, une décision qui l'a privé d'une qualification directe aux compétitions continentales. Toujours en sport, la sélection nationale de la RDC a officiellement lancé sa préparation pour le 7e et 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce mardi 2 septembre 2025, 21 joueurs ont pris part à la première séance d'entraînement sur le terrain de Juba, capitale du Soudan du Sud, sous la direction du staff technique. Blaise Kouzola.
Dans une ambiance studieuse et concentrée, le groupe a entamé le réglage en vue du premier match face au Soudan du Sud, prévu le 5 septembre, avant d'affronter le Sénégal le 9 septembre au stade de Martyr. Le cadre de l'équipe s'y sont montrés particulièrement impliqués afin de donner le temps de ce regroupement crucial. Sans doute, la préparation à Juba permet non seulement aux joueurs de s'acclimater aux conditions locales, mais aussi de se concentrer pleinement sur la stratégie de jeu. L'effectif est presque au grand complet avec un objectif clair, ramener 6 points de ces 2 rencontres décisives. Dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les attentes sont élevées pour les Léopards, dont l'ambition est de se qualifier pour la plus grande compétition de football mondial. Le match contre le Soudan du Sud et le Sénégal sont les étapes indispensables sur le chemin de la Coupe du Monde 2026. Avec 13 points après 6 matchs joués, RDC est en tête de son groupe. Pour cette trêve internationale, l'objectif est clair pour les hommes de Sébastien Desabre, à aborder les 2 matchs avec détermination et solidité pour engager des points nécessaires et se positionner favorablement dans le groupe. Avec nous pour en parler, Blaise Kouzola, journaliste au sein de Géopolis et Forum, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patience Okeke, bonsoir aux téléspectateurs de Géopolis. Blaise, dites-nous où en sommes-nous avec la préparation de Léopard? Alors de manière brève et rapide, disons que les Léopards sont à pied d'œuvre à Juba où ils ont débuté les séances d'entraînement depuis lundi avec la séance de musculation mais également mardi où ils ont eu la première séance que vous venez de suivre. Et aujourd'hui, ce mercredi, il y a eu 2 séances d'entraînement, le matin et puis dans l'après-midi. L'effectif affiche quasiment complet avec l'arrivée ce matin d'un nouveau qui s'appelle Aaron Wan-Bissaka qui va certainement avoir ses premières minutes en sélection, lui qui joue à l'équipe de West Ham. Il y a également l'arrivée de Bakambu du Betis, mais aussi Yohan Wissa qui vient d'être transféré à Newcastle. Et le cadre sont là, Chancel Mbemba, le nouveau joueur de Lille qui est là. Donc l'effectif est quasiment au grand complet pour aborder ces 2 matchs qui sont très importants pour la course au ticket qualificatif pour le Mondial 2026. Avec cet effectif, quelles sont les chances de la RDC dans cette fenêtre FIFA? Déjà, il faut dire que le match qui va se jouer vendredi face au Soudan du Sud, c'est un match hyper important. Alors les chances de l'équipe nationale sont que la RDC garde ses destins intacts entre ses mains. Il faudrait battre le Soudan du Sud d'abord avant de penser le Sénégal le mardi 9 septembre prochain ici au stade de Martyr. Il faut d'abord battre le Soudan du Sud pour continuer à croire à son destin. Donc RDC garde son destin entre ses mains. Il suffit simplement de rester focus sur ce match et de faire un très bon résultat à Juba vendredi prochain et comme ça penser le Sénégal. Donc le dés sont jetés et on sent la motivation et l'enthousiasme au sein de la sélection et voilà, on verra bien ce qui va se passer le vendredi, mais sinon les chances congolaises sont en tout cas, on va dire à 100% pour eux puisqu'ils ont leur destin en main. Merci Blaise Kouzola pour vos éclairages. On va poursuivre avec l'actualité, cette fois-ci avec la page internationale. Je le dis tantôt, riche en nickel, graphite et terres rares, la Tanzanie attire de plus en plus l'intérêt de grandes puissances au-delà de la RDC et de la Zambie. Ce pays d'Afrique de l'Est est aussi marqué par la compétition que se livrent les États-Unis et la Chine pour les minéraux critiques en Afrique. Blaise Kouzola. L'intérêt américain pour le minéraux critique tanzanien s'y remarque de 2023.
En visite dans les pays d'Afrique de l'Est, la vice-présidente Kamala Harris avait dévoilé la construction d'une usine de nickel des qualités batteries à Kabanga, un projet destiné notamment à approvisionner les États-Unis en nickel. En septembre 2024, la Banque de développement des États-Unis a transmis une lettre d'intérêt pour fournir des prêts dans le cadre du financement du projet. En face, la Chine multiplie les initiatives. L'usine de Zhongzhou Mining représente un investissement de plus de 15 millions de dollars et devrait créer 300 emplois directs. Pékin s'implique aussi dans le projet de terres rares de Ngwala où Chenghe Resources a signé cette année un accord de fusion-acquisition pour prendre le contrôle de Pikra Health, propriétaire australien du site. Avec une capacité annoncée de 37 200 tonnes de concentré par an sur plus de 20 ans, il s'agit de l'un des projets les plus avancés du continent. Si la suite de cette compétition reste incertaine, la Tanzanie a un potentiel pour le minéraux critique encore inexploité, allant du cuivre au gravite. Le pays a participé en février 2023 aux côtés d'autres pays africains riches en minéraux à une réunion du Mineral Security Partnership Initiative apportée par plusieurs pays occidentaux dont les États-Unis pour sécuriser leur chaîne d'approvisionnement. Un signe que la Tanzanie restera probablement au cœur des stratégies africaines de Washington comme de Pékin dans les années à venir. Madame, Messieurs, l'actualité continue avec la lecture des journaux parus ce matin à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Forum des As ouvre cette revue en revenant sur le verdict du procès Constant Moutamba. La défense du président du parti DIPRO juge excessive la peine complémentaire de 5 ans d'inéligibilité dans un climat de vive tension marqué par des veillées patriotiques et des manifestations de soutien. Le verdict a été reporté à 2 reprises avant de tomber finalement le mardi 2 septembre. Ironie du sort, rappelle le journal, Constant Moutamba, alors ministre de la Justice, avait déclaré vouloir rendre la peine de mort applicable aux personnes condamnées pour détournement de l'argent de l'État. En écho, la manchette souligne que la peine finalement retenue, 3 ans de travaux forcés et 5 ans d'inéligibilité, paraît plutôt clémente. Toutefois, l'affaire révèle des failles profondes dans l'appareil judiciaire congolais. Selon Maître Okito, la justice congolaise est au cœur d'un grand dysfonctionnement, ne voyant que des réseaux d'amis et des copains. Plus radical encore, il conclut: la justice en RD Congo est morte, il faut le déclarer pour la refaire vivre. Mais pendant que l'actualité judiciaire retient l'attention à Kinshasa, la situation sécuritaire et diplomatique demeure préoccupante. Le Nouvel Observateur dresse un tableau inquiétant. Le ciel est nuageux sur la République démocratique du Congo. À Doha, c'est le blocage, tandis que le cessez-le-feu n'est qu'un simple slogan. À Washington, malgré l'implication espérée du président Donald Trump, pas de fumée blanche non plus. Localement, le discours musclé du président Félix Tshisekedi lors du congrès de l'Union sacrée est venu jeter la poudre au feu. En se déclarant seul à la manœuvre, il remet en question toutes les autres initiatives de dialogue. À cette vision critique, GeoHebdo apporte une lecture plus nuancée. Malgré les vents contraires, la RDC dit toute sa bonne disposition à continuer les efforts pour pacifier le pays. Mardi 2 septembre, lors du premier briefing presse du gouvernement souminois 2, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Maître Chabani Louko, a déclaré: Kinshasa est pleinement engagé sur la nécessité de faire avancer le processus. Pour le gouvernement, le blocage ne viendrait pas de la RDC. Le président Félix Tshisekedi serait prêt au dialogue, mais pas avec ceux qui sont inféodés aux intérêts étrangers. Le potentiel complète cette question officielle en rappelant que
que Kinshasa reste résolument engagée à protéger les populations tout en insistant sur l'ouverture au dialogue dans le cadre des processus de Doha et de Washington. Mais l'alerte est donnée en ce qui concerne les territoires occupés, que ce soit dans la province du Nord ou du Sud Kivu, la situation sécuritaire est pratiquement la même en termes de violation des droits de l'homme. Dans cette grisaille persistante, une note d'espoir est toutefois perceptible. Le même journal salue une rentrée scolaire plus ou moins dans des conditions respectables. Chronique Éco salue également les importantes réformes annoncées dans l'éducation et la nouvelle citoyenneté. Programme scolaire renouvelé, cantine pilote, enseignement à distance, formation continue, plusieurs initiatives visent à moderniser un secteur clé pour l'avenir du pays. Fin de cette revue, au revoir. Ce journal est terminé. Je vous rappelle différents titres. Vous avez suivi dans ces journaux signature ce mardi d'un partenariat entre l'Université moderne d'Ekinkole avec le Cali. Objectif, améliorer la qualité de l'enseignement et préparer les étudiants congolais aux exigences d'un marché du travail globalisé. Vous avez suivi également dans ces journaux à l'approche de la saison de pluie, la Metalsat alerte pour prévenir des éventuelles fortes pluies à venir. Et puis en international, l'intérêt américain pour les minéraux critiques tanzaniens se remarque dès 2023 en visite dans le pays d'Afrique de l'Est. La vice-présidente Kamala Harris avait dévoilé la construction d'une usine de nickel de qualité. Voilà, c'est tout pour ce soir, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.